Mes chers amis, vous avec moi, nous sommes dans les anciens temps. Côte à côte, nous étions côte à côte dans les luttes. Il y a des moments les plus dangereux, mais il y a des moments les plus glorieux. Nous n'avons pas oublié la camaraderie des parachutistes et l'esprit de camaraderie des anciens combattants parachutistes vietnamiens restera toujours le plus brillant et le plus chaleureux. Rescapés des camps de rééducation Viet Minh, pour la plupart grands mutilés, ces anciens parrains indochinois qui fêtaient en novembre 1991 le retour de Joseph Nguyen, ex-interprète du 2e bataillon étranger parachutiste, vivent un miracle. Boat people ou pratiquement rachetés, ils le doivent à la solidarité ou à la mauvaise conscience de quelques-uns de leurs anciens cadres français qui les ont extirpés un par un d'un Vietnam aujourd'hui exsangue et toujours crispé dans un communisme hors du temps. L'organisateur de leur sauvetage, le voici, le général Robert Caillot. Baroudeur qui ne se posait pas trop de questions, il est devenu, en s'en posant beaucoup, leur rédempteur. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Comme capitaine, il sauta à la tête de certains d'entre eux sur Dien Bien Phu, quelques jours avant la fin du camp retranché. Qu'est-ce que c'est qu'être parachutiste? Qu'est-ce que c'est qu'un parachutiste? Parachutiste, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui nous porte, d'une part, à développer entre nous un certain style de relation humaine, à base de simplicité, d'amitié, de solidarité, de confiance, même de complicité. Et un état d'esprit qui nous pousse, sur le plan opérationnel, à développer des formes d'action originales, voire insolites. L'aventure de ceux qui s'appelleront plus tard les Bawan, les bataillons parachutistes vietnamiens, commence au Tonkin, dans les montagnes de la haute région, et en Cochinchine, aux confins du Cambodge. De cette haute région et des combats que les Français et leurs partisans montagnards y menèrent contre les Viet Minh, nous avons trouvé des images inédites. Tournées en 8 mm couleur, avec une caméra amateur, elles sont le témoignage romantique de cette guerre de grande compagnie que fut le début de la première guerre d'Indochine, où de simples adjudants ou lieutenants ont voulu être rois. Elles ont un autre mérite, celle d'être plus véridiques que les images d'archives, le plus souvent tournées à des fins de propagande, qu'elles soient reconstituées dans le cas du Viet Minh, ou parfois mises en scène lorsqu'elles proviennent du service cinématographique des armées. Partisans dans l'âme, parachutistes d'exception et pour finir soldat perdu, l'adjudant-chef Hoang est la figure légendaire des Nung, minorité belliqueuse d'origine chinoise, au nord Tonkin. Premier jour, nous entraînés dans une plage comme ça avec un squelette d'avion, hein. On saute. Mais nous, on est toujours fiers de devenir un soldat métier ou quelque chose. À fond, tout le monde à fond, les jeunes à fond. Même à par terre, nous déjà très doués, les moniteurs très contents qu'ils ont très beaux soldats. Et après, on l'a sauté en l'air comme ceci, cela. Un beau jour le matin, même pas 3 jours après. Allez, monsieur, montez dans l'avion. Ah, avion? Qu'est-ce que c'est ça? Jamais on a été d'avion.
On secoue tous les petits montagnards dans l'avion avec les parachutes, ceci, cela. Mais il y a une chose que tout le monde a eu peur quand j'ai vu tout ça, tout le monde panne la figure. Allez, moi je suis en tête pour faire morale à tout le monde. Donc, mon vieux, j'étais approché de la porte. Mon vieux, un coup de pied, pouf, j'étais quitté l'avion. C'est pas moi qui saute, c'est le coup de pied qui me poussait et puis je suis en l'air. Ou quand j'étais en l'air, je crie, maman, pourquoi? Mais oh là-haut. Donc, en moment, j'ai entendu un bruit, boum, le pépin ouvert. Ah, ce temps-là, on l'a tranquille. Oui, on l'a tranquille, mais on fermait les yeux, on ne sait pas qu'est-ce qu'il nous amène. Où? Et on ferme les yeux, on entend que le bruit de vent, comme ça, il part, jusqu'à le moment où mes pieds qui touchent par terre, pouf, comme un sac qui tombait. Des camps Viet Minh au camp de regroupement français, le décor a à peine changé. À partir de 1956, les premiers réfugiés vietnamiens seront casernés dans ces baraquements, installés à la sortie d'un paisible village du Lot, Sainte-Livrade. Première affectation en 1939, les républicains espagnols réfugiés en France à la fin de la guerre civile. À Sainte-Livrade, où il vit une sorte d'intégration à rebours, l'adjudant Charles Manicamp est un personnage. Comme Eurasien, et encore plus comme interprète au service des troupes françaises, il n'avait plus sa place au Vietnam. Son Indochine à lui, il l'a reconstituée entre un jardinet, l'épicerie et la chapelle du camp, où il assiste tous les dimanches à la messe. Après la défaite de la France, nous, comme Eurasiens, beaucoup d'Eurasiens se considèrent comme Français, plutôt que Vietnamiens. Quand la France était en guerre en 1940, j'étais jeune à l'époque, j'étais au collège Paul-Bert à Hanoï. Ne s'attendait pas que la France ait capitulé. La population vietnamienne était pro-française. Mais quand elle a vu que la France a capitulé, elle a changé de camp, pour ainsi dire. Les Vietnamiens, ils ont été déçus. Ils ont été déçus, ils ne s'attendaient pas que la France soit si faible. Le reste des Vietnamiens, installés à Sainte-Livrade, vit malgré les apparences une expérience tragique. Une rupture qui n'est pas revendicative et pour cela plutôt ignorée, où l'on cherche à conserver une culture et sa religion. Apparemment immobile, l'Indochine de 1945 s'apprête à renverser l'ordre colonial et les fils des derniers mandarins ne rêvent que d'indépendance. Pour Bui Tin, fils d'un éphémère ministre de la Justice de Bao Dai, bourgeois révolutionnaire et futur cadre du PC vietnamien, la lutte des classes s'apprendra d'abord à l'école française. Mon père était ministre de la Justice de la cour d'Anna. Et mon grand-père était aussi chef d'une grande province, la province de Hung Hoa. Mon arrière-grand-père était aussi un grand lettré et un grand mandarin. À 7 ans, je commence à faire mes études en français. Et j'ai abandonné tout de suite mes études en caractère chinois pour entrer dans un lycée français, le lycée de Hue. L'ambiance en général est très très bonne pour nous. Très très bonne pour nous, puisque c'est la civilisation française. C'est les belles lettres françaises que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Lorsque le cercle de famille applaudit à grand prix, c'est doux regard qui brille. Lorsque l'enfant paraît, et le cercle de famille applaudit à grand cri. Ces doux regards qui brillent, fait briller tous les yeux, tout ça, par exemple. Ce sont les très très belles poèmes de Victor Hugo sur les enfants.
je suis très, très, très ému à lire et à connaître comme Robespierre, Danton, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, tout ça, et ces nouvelles idées. En 1940, avec l'invasion japonaise, ce demi-siècle de paix prendra fin. Et encore plus effectivement le 9 mars 1945, lorsque les Japonais, par un coup de force, liquideront l'armature militaire et administrative française. Les Japonais voulurent démontrer que la France était un pays vaincu. Je me souviens de l'arrivée des troupes japonaises à Hanoï. Et ils avaient l'air très méchants. Avant, on les traitait de petits hommes jaunes, myopes et incapables de tout, mais pourtant, ils ont réussi leur coup. C'est formidable pour nous, les jeunes, à voir ces officiers japonais avec de longues sabres, avec l'air vraiment magnanime, tout ça, et a fait peur aux gens, a fait peur surtout aux enfants. Casser un œuf et le jaune dominera toujours le blanc, ont coutume de dire les Japonais. Auprès des Vietnamiens que le régime de Vichy s'efforcera de mobiliser dans l'organisation des jeunesses d'Empire, la métaphore ne sera pas oubliée. Chaque matin, on doit chanter l'hymne à Pétain. Et dans toute, avant chaque projection de film, c'est toujours les mots famille, patrie, comme tout ça. Et il faut chanter l'hymne à Pétain. Maréchal, nous voilà, tout ça. Et il a le mouvement du Korois. Du Korois, c'est le nom du chef de l'organisation de la jeunesse de l'Indochine. Et ça, c'est l'influence formidable de Vichy. Et il y a un contre-courant. C'est un mouvement de la jeunesse de Viet Minh contre la jeunesse du Korois. Dans ce temps-là, je suis occupé plutôt, on est intéressé plutôt sur l'indépendance, sur la libération et la libérisation. Et la libération complète du pays contre le joug colonialisme. C'est ça qui prime. Nous voulons tous l'indépendance de notre pays. Le mot Vietnam, c'est l'ancien nom de notre pays. Le Viet Minh, c'est un nom abrégé de Vietnam Doc Loc Dong Minh, c'est-à-dire la Ligue pour l'indépendance du Vietnam. Encouragé par la police japonaise et l'OSS, les services secrets américains, le Viet Minh apparaît au grand jour dès 1945 en mettant d'abord en avant des revendications strictement nationalistes. Le 2 septembre 1945, les drapeaux rouges à l'étoile jaune couvrent les murs d'Hanoï et Ho Chi Minh est tout de suite reconnu comme le père de la nation. Depuis à peu près 3 heures jusqu'à minuit, vous savez, c'est toujours le même slogan. Ung Ho Viet Minh, Ung Ho Viet Minh, Ung Ho Viet Minh. C'est-à-dire support à Viet Minh, support à Viet Minh, support à Viet Minh. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme parmi la population vietnamienne. Personnellement, je ressentais quand même un peu de déception. Alors je me demandais qu'allait-on devenir. Tandis que l'étudiant butine par faire ses classes dans les maquis Viet Minh de Cochinchine, les montagnards, qu'ils soient Moi du centre Annam, Meo Thai du Laos ou Nung de la frontière chinoise, tentent de préserver leur autonomie. Leur vieille méfiance pour les Vietnamiens qui veulent leur imposer leur mode de pensée et leur culture les font se rallier majoritairement au camp des Français. Suivant une vieille tradition coloniale, ils sont recrutés comme supplétifs. Mal armés et sans argent, l'état-major français les encourage à trafiquer de l'opium pour s'équiper. Au début, on était avec Viet Minh. Ancien coup, Nung, il dit non. Nung, c'est notre leader militaire, plus tard que politique. Il est très très fort militaire. Il était sergent-chef dans l'armée française à l'époque. Ancien coup, Nung, il a changé son programme tout de suite. Maintenant, nous sommes pro-français, tout de suite. Il a bien expliqué avant de faire ce coup-là. Il dit, les Viet Minh, les Vietnamiens qui viennent dans nos zones, ça veut dire pour nous dominer. Et il répétait souvent que
La France, il a le droit de l'homme, la liberté, égalité, tout ça. Nous, il répétait souvent ce mot-là. Il dit, si on ralliait aux Français, peut-être un beau jour, on va apprendre des choses plus beaux qu'avec les Vietnamiens. Même les Vietnamiens, ils ont aussi à apprendre les Français, c'est tout. On comptait quand même sur les troupes françaises pour rétablir l'ordre, enfin la souveraineté de la France en Indochine. Le 6 mars 1946, après avoir subi le tir meurtrier des troupes chinoises encore présentes dans la région, les Français débarquent à Haiphong. Ils ont suivi la gloire qui les conduit sur une France, une étoile Lorraine. Le général Leclerc se dirige ensuite vers Hanoï, où il réussira à établir des relations avec Ho Chi Minh et son gouvernement. Au moment de partir en Indochine, j'étais sous-lieutenant au 1er bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes, lequel 1er bataillon était en garnison à Bayonne. On est fin 45. Et n'avait pas d'appelé, pas de service militaire encore à l'époque. Les colonels, commandants de régiment, quand ils entendaient dire qu'il y avait des volontaires pour quitter le régiment pour aller chez des sauvages, bon, il y avait bien les pavillons noirs, tout le monde connaissait, mais Lyotet, etc. Les colonels n'étaient pas tellement d'accord. Et alors là, un jour, on a demandé des volontaires. Moi, je me suis dit, tiens, volontaires, Indochine, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est? D'abord, où c'est ça? Ah oui, c'est là-bas, oui. Hop, hop, hop. Bon. Sauf les lycéens. Je rappelle qu'il y a enfin, les bons hommes qui allaient à l'école, où il y avait les cartes de géographie, tout ce qui était en mauve, l'Empire, Indochine, oui. On savait. Hein, c'est en bas à droite. Mais en dehors de ça, le français moyen, Indochine, on s'en fout. En 1947, oui, on l'a contacté avec les troupes françaises. Donc, ce temps-là, les troupes françaises, assez pauvres à l'époque, ils n'ont que 150 soldats avec quelques officiers européens, il n'y a pas beaucoup, hein, qui arrivent chez nous à l'époque. Au début, ce sont des habitants armés. Oui, nous sommes des habitants armés. Après, on devient, et quand les Français qui arrivent, nous devenons des partisans. Il y avait eu, dès 1945, les premiers qui sont arrivés, 9e division d'infanterie coloniale, quand les Gus ont commencé à être un peu malades, et puis surtout qu'ils ne comprenaient rien à ce qu'on disait, on a recruté ce qu'on appelait des partisans ou des supplétifs. Mais surtout, à l'époque, on appelait ça des partisans. Les partisans avaient l'avantage de ne pas être payés comme les autres et de ne pas être entretenus comme le troupier moyen. Une fois de plus, on se retrouve à ce qui est la base de toutes ces affaires-là, en particulier au départ de l'Indochine, mis à part le problème strictement politique qui était insoluble, à mon avis, à l'époque, sauf à dire on les laisse se démerder et on s'en va. Fric. La conception de la troupe autochtone, comme on disait, était dans beaucoup d'esprits, même de nos grands chefs, mais malheureusement, les moyens de le réaliser, difficiles. Le colonel de Bollardière, lieutenant-colonel, pardon, à l'époque, commandait la demi-brigade, partait d'un principe simple, c'est que si, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour les cadres et les relèves de cadres, puisqu'on s'engageait dans une affaire qui, manifestement, ne serait pas terminée en quelques mois, contrairement à ce qu'on pouvait penser en 1945, début 1946. Il faudrait de la troupe. Et en outre,
ça serait peut-être pas une mauvaise chose d'avoir du troupier qui connaisse un peu le coin. Et il avait réussi à obtenir la création d'une compagnie indo-chinoise, enfin, un recrutement indo-chinois qu'on a appelé la compagnie indo-chinoise parachutiste. Alors, cette compagnie, on a parlé de la créer, ça a choqué beaucoup de monde, parce que, on dit, des Indo-Chinois qui sautent en parachute et qui vont ensuite faire la guerre avec des spécialistes comme sont les vieux parachutistes confirmés de la demi-brigade. Ça, c'est un scandale. Les spécialistes parachutistes, à ce moment-là, il n'y a qu'à parachuter des Africains, des Nègres, des Indiens, n'importe quoi. Scandale. Les vrais parachutistes, c'est nous, les Français. Bon, un peu plus d'un an après, il y a eu exactement la même réaction lorsque, pour les mêmes raisons, on a créé les bataillons étrangers de parachutistes. Imaginez un légionnaire qui saute en parachute, scandale, pas pensable. Le Vietnamien, d'abord, il n'est pas assez lourd, on ne sait pas comment il fera quand il aura un parachute. C'est un bonhomme, on n'est pas sûr. Et du coup, cette compagnie a été créée, je n'ai aucune espèce de gêne à le dire, grâce au colonel de Bollardière et avec un encadrement hérétique, ou considéré comme hérétique. C'est-à-dire ? Le premier commandant de compagnie a été le lieutenant gris et paysan Maurice Ambroise, qui était un bonhomme étonnant, qui était plutôt un directeur qu'un vrai chef. J'allais même dire presque un directeur de conscience. Qui connaissait, qui était le seul, je crois, de toute la demi-brigade, qui avait pratiqué les Indo-Chinois avant, quand il était au 14e en Annam. Il considérait que l'Indo-Chinois était un bonhomme, contrairement à ce qu'on racontait. Intelligent. 2, astucieux, ce qui n'est pas la même chose que l'intelligence. 3, résistant physiquement. 4, fidèle, comme tous les individus, y compris le français moyen, prêt à se dévouer à partir du moment où il bénéficie de la considération de ses chefs et qu'on ne le traite pas comme le dernier des bonhommes. À l'époque où je me suis engagé, c'était par esprit de l'aventure et aussi un peu pour le métier des armes. Parce que tous les membres de ma famille, tous ont été militaires. Tous mes frères étaient dans l'armée française depuis leur jeune âge, ils se sont engagés tous à 18 ans. Alors je voulais être comme eux. Je pense que les bonhommes que nous avons reçus à cette première compagnie indo-chinoise parachutiste étaient des gus qui, eux, n'étaient pas préoccupés par des considérations politiques, pas plus que le français de l'époque, sauf peut-être, et encore, c'est pas certain, à Paris, une petite frange, parce qu'ils ne savaient pas comment se démerder de cette affaire, où ils avaient été engagés par le général de Gaulle, et s'ils disaient il faut s'en sortir, ils étaient immédiatement taxés de collaborateurs, parce qu'ils étaient contre le général de Gaulle. Ils ne pouvaient pas dire non plus qu'on se battait contre les communistes, puisqu'à l'époque, M. Torres était ministre d'État du gouvernement qui avait dit il faut aller replanter le drapeau français en Indochine, et que M. Grenier était ministre de l'air, mon ministre, puisque les parachutistes avaient appartenu à l'armée de l'air, et que on ne pouvait pas dire qu'on allait se battre contre les gus qui étaient au gouvernement français. Moyennant quoi, dès le départ, l'affaire d'Indochine a été pourrie. Mais il ne faut pas prendre les Vietnamiens pour des imbéciles. Ils avaient parfaitement compris, que les nouveaux Français, et là je fais appel à ce
mon camarade, là, les nouveaux Français, c'est-à-dire ceux qui arrivaient, eux, avaient une conception totalement différente. C'est les bons hommes d'en face qui peuvent avoir raison, puisqu'on traite avec eux. J'arrive en Indochine en octobre 1948 avec une unité constituée, le 1er bataillon étranger de parachutistes, commandé par le capitaine Secrétin. Parachutiste, c'est tout à fait par hasard. Je me suis trouvé dans des éléments de jeunes engagés. La plupart des engagés étaient tous des anciens militaires, venant de la Wehrmacht, de l'armée espagnole, de l'armée italienne. Tous les laissés pour compte, y compris moi-même, ou les gens comme moi, issus de la résistance. Et ils ont demandé à un moment donné des volontaires parachutistes, et plus particulièrement, qui avait sauté en parachute. Comme j'ai vu que tout le monde levait la main, j'avais l'air d'un idiot, j'ai levé la main, et j'ai été pris donc au premier BEP. J'étais un soldat de marine, je venais de m'engager pour 5 ans. J'avais 20 ans, belle poitrine, comme dans le refrain du régiment. Dans les bistrots près de l'Oursine, les anciens m'en faisaient un plat. Tu verras ce que c'est que l'Indochine, écoute la chanson d'un soldat. Marie. Les combattants, tels que nous, telle unité constituée arrivant au Vietnam, nous n'avions pas une formation, je crois, à part le petit fascicule qui était distribué sur le Pasteur, qui consistait entre, vous allez avoir affaire à des gens qui ont une civilisation antérieure à la nôtre, etc., la grande culture, etc. Vous savez, on s'en battait un peu le flanc de se combattre contre le communisme, combattre contre qui? C'était simplement, on était mis en place et puis on se dépannait la vie en cherchant une forme d'aventure. Dès le départ, on nous avait dit, les Vietnamiens vont avoir un gouvernement indépendant, nous allons être le support logistique contre les marxistes, etc. Bon, bah, pour nous, c'était un peu gros. Je crois qu'à l'époque, je ne savais même pas qu'ils étaient Marx. Je crois que c'était peut-être un commerçant du coin. Dès l'arrivée en 1948, le premier BEP a été implanté dans la zone de l'ARC-6, c'est au Tonkin, entre Hanoï et Hoa Binh. Nous avons construit des postes avec la tour classique. Et on découvre quand même des mouvements de nuit. Les patrouilles commencent en 1948, commencent en petite patrouille. Les opérations commencent en décembre. La vie d'un poste, c'est surtout une vie de bâtisseur, de patrouille. Les notables du village sont là, comme chaque matin, avec leurs camarades de combat. Et les 2 drapeaux qui flottent côte à côte sont le constant rappel et le symbole de la fraternité franco-vietnamienne. Mais pour garder cette jeunesse, assurer la protection nécessaire à tous ceux qui cherchent refuge à l'ombre de nos postes, il faut observer une vigilance de tous les instants. Chaque jour, nos patrouilles sortent reconnaître les environs, ouvrir les voies de communication, tendre des embuscades, quérir les renseignements. D'un côté, la vie de poste, le train-train quotidien, le pastis et les femmes-enfants qui font oublier un ennemi invisible. De l'autre, l'organisation révolutionnaire du Viet Minh, ses ruses et ses pièges d'un autre âge. Si le jour est aux Français, la nuit appartient au Viet Minh. On fait des incursions dans les villages, on ne trouvait pas grand-chose. Mais si on avait la possibilité de récupérer un Pékin, enfin, pour nous, tout ce qui était civil, avec un petit pantalon noir, était un ennemi en puissance. Et puis, en principe, il doit connaître des choses. Donc, on était devenu un bataillon de taupes. Lorsqu'on arrivait dans un village, on creusait. Et souvent, ça a été très payant, parce qu'on obtenait des documents. Le 1er octobre 1949, tout bascule avec la proclamation par Mao sur la place Tiananmen de la République populaire de Chine. Après avoir vécu 3 ans sans aucune aide extérieure, le Viet Minh, grâce à l'aide massive des Chinois, va pouvoir passer de la guérilla à la guerre. On peut parler d'une première phase, c'est la phase du 19 décembre 1946, c'est-à-dire la guerre générale qui a été éclatée, et jusque les opérations de 1950 à la frontière. C'est l'anéantissement de la colonne de Lepage et de Charton. C'est la première étape. Avant, nous sommes
complètement séparés et isolés du monde. Et tout d'un coup, c'est les frontières qui sont ouvertes. Et nous recevons des munitions de la Chine. Et en même temps, ce sont des milliers de conseillers militaires chinois qui arrivent. Et c'est eux qui donnent la formation militaire, mais surtout, c'est la formation politique, c'est la formation communiste. À ce que je pense, c'est qu'ils donnent l'accent sur la nature de classe de la guerre. C'est-à-dire notre armée, c'est une armée paysanne dirigée par la classe ouvrière. Dans la pratique, il y a beaucoup de gens qui appartiennent à des classes exploitateurs, des classes bourgeoises, qui est très capable et qui est très fidèle à la révolution, qui est dévoué à la cause. Mais quand même, il y a toujours une certaine réticence à leur égard. Puisqu'il explique toujours qu'on ne peut pas donner complètement confiance aux gens appartenant à la classe, aux soi-disant exploitateurs. À la fois cordon ombilical et rempart à la frontière chinoise, voici la RC4. La vieille route coloniale, aux confins de l'Empire, va devenir un calvaire de 120 km et le ravitaillement des garnisons qui jalonnent les crêtes de Long Son à Cao Bang progressivement impossible. En décidant de quitter Cao Bang, les Français vont découvrir l'armée Viet Minh et vivent la première grande défaite de leur histoire coloniale. L'évacuation va tourner au désastre et marquer le tournant de la guerre. Pour le caporal Constant, l'un des rares survivants du premier bataillon étranger parachutiste engagé sur la RC4 à Dong Quai, la bataille est toujours un cauchemar. Le premier BEP avait été habitué depuis de longues 2 années à des combats, mais là on s'est trouvé tout de suite face à face avec des unités régulières. Celui qui avait l'habitude de se battre, on voyait que c'était des unités régulières avec des appuis de feu, etc. On allait, dès le premier jour, nous avons su qu'on allait vers la mort. Quittant la route, nous sommes rentrés dans une jungle où il fallait tracer coupe des endroits où il fallait passer. À ce moment-là, la peur s'est installée. Sur les 5000 soldats engagés dans l'opération d'évacuation de Cao Bang, à peine 2000 en réchapperont. Les autres seront tués, blessés, prisonniers ou disparus. Quant au premier bataillon étranger parachutiste, orgueil du corps expéditionnaire, quelques survivants seulement rejoindront Hanoï. Lorsque nous avons rejoint le colonel Charton et les survivants du colonel Charton, vraiment c'était quelque chose d'informe, c'était très incohérent. Ces unités qui arrivaient à se retrouver dans des états où on n'avait même pas on ne pouvait même pas faire de réflexion sur les événements. On était vraiment des éléments. C'était plus un élément moteur, c'était une unité de fantômes en marche, de zombies. Nous étions si brillants quelques jours auparavant à Taquier, hein, on ne tirait pas les pompes à personne, mais on était très brillants à cette époque, avec nos tenues, nos léopards, les tenues camouflées. On était très fiers. On toisait encore le monde à cette époque. On toisait encore les Niakoués. Je ne sais pas si le fait de ne pas sortir de l'école de guerre est une bonne chose pour être général en chef. Je ne sais pas si, au contraire, le fait de sortir de cette école, comparé à l'autre, ne sera pas supérieur ou inférieur. Ce que je crois, c'est qu'il faut d'abord considérer les conditions dans lesquelles sont engagées les troupes dont on dispose. Une fois de plus, contrairement à une opinion bien répandue, ce ne sont pas les militaires qui décident de la guerre et de la conduite, du but de la guerre. Ce sont les politiques. Je ne dis pas que les politiques nous ont tout bousillé, qu'on était des types extraordinaires, qu'on aurait gagné tout. Pas du tout. Je dis simplement que quand il n'y a pas, au départ, un but politique, et que pour atteindre ce but, on ne met pas en place les moyens pour l'atteindre, on peut raconter tout ce qu'on voudra, quel que soit le régime. Le gouvernement de la République française m'a confié la charge de haut-commissaire et commandant en chef en Indochine.
Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour que l'indépendance reconnue aux États associés du Vietnam, du Cambodge et du Laos soit une réalité solide et durable. Venu sans illusion en Indochine, le général de Latte va mettre tout en œuvre pour reprendre en main une armée démoralisée. Dès sa descente d'avion, il donne à son arrivée un caractère de grandeur, utilisant alternativement la flatterie et la colère, redonnant au panache toute son importance militaire, il galvanise le corps expéditionnaire qui se reprend à espérer. Avant l'arrivée de Lattre, on avait l'esprit un peu bousculé, on était désespérés même. C'était en janvier 51. Et le roi Jean était venu en tenue blanche, de képi. Pourquoi vous dites le roi Jean ? Parce qu'on l'appelait toujours le roi Jean. Les anciens l'appelaient le roi Jean. Alors, il commandait de la terrasse du mess des officiers, une très grande terrasse. Et c'est là qu'il a tous les officiers d'ELO, c'est-à-dire des détachements de liaison, observation, l'artillerie et l'aviation étaient là, autour des postes, des postes radio. Et il y avait malheureusement que 2 ou 4 L4 là. Le général de Latte a dit, c'est ça l'armée française, je veux tant d'avions. C'est pas comme ça qu'on fait la guerre. Et quelques minutes plus tard, une vingtaine d'avions sont arrivés, mitraillés, bombardés et napalmés. Pour remobiliser, il faut donner une victoire au corps expéditionnaire. Ce sera Vignyen, le 14 janvier 1951. La porte d'Hanoï que Ho Chi Minh a promis au Bodoï les soldats Viet Minh pour la fête du Tet. Ce fut une bataille dont Delattre reconnut l'importance décisive et qu'il gagna à l'emporte-pièce parce qu'il n'avait pas le droit de la perdre. Car c'était le sort du Vietnam qui se trouvait en jeu. Pour la première fois de cette guerre, le Viet Minh lançait à l'attaque 3 divisions bien instruites, bien armées et bien commandées. Delattre comprit que la guerre venait de changer de rythme. Il survola le champ de bataille en avion, gagna les postes de commandement avancés, interrogea les hommes qui avaient échappé aux premiers assauts, puis il se recueillit et il donna ses ordres. Il manquait d'hommes et il alla les prendre où ils étaient. Il préleva 7 bataillons sur l'ensemble de la Cochinchine et de l'Annam. Et comme il manquait aussi de temps, il réquisitionna tous les avions civils pour jeter en 48 heures des forces neuves devant un ennemi déjà sûr de son succès. Ce qui n'était pas imaginable devint soudain réalité. Ce n'était plus un général français qui livrait combat. C'était le génie même de la guerre qui rusait, cognait, bondissait et retourna la situation devant les divisions ennemies stupéfaites. Là, le moral de la troupe, surtout, a changé, a beaucoup évolué. On avait confiance. Deuxième objectif du roi Jean, comme l'appelle Charles Manicamp, faire enfin cette armée vietnamienne dont on parlait depuis 1947 et sortir du système des supplétifs. Mais la logistique restant aux mains des Français et le recrutement des cadres qui passeront par l'école d'officiers de Dalat étant essentiellement bourgeois, cette armée se sentira pour longtemps mercenaire. Soyez des hommes, c'est-à-dire, si vous êtes communiste, rejoignez le Viet Minh. Il y a là-bas des individus qui se battent bien pour une cause mauvaise. Mais si vous êtes des patriotes, combattez pour votre patrie, car cette guerre est la vôtre. Elle ne concerne plus la France que dans la limite de ses promesses envers le Vietnam. Après l'affaire de Cambon et l'arrivée de Delattre, scandale, on va être foutu dehors. On donne de l'argent. Et il a dit, bon, écoutez, moi, ras-le-bol avec ces trucs-là, on va faire enfin cette armée vietnamienne qu'on n'a pas fait. Et dans chacun des bataillons français, on va dériver, vieille technique française de la mobilisation, chaque unité d'active crée un truc de réserve. On va dériver un bataillon vietnamien. On n'a pas pu en faire des milliers, mais un jour il a dit, il me faut un bataillon parachutiste vietnamien. Il y avait à l'époque un certain nombre d'unités, compagnies parachutistes. Alors moi, je commandais une compagnie, puis j'ai dit, attention, si vous voulez faire un bataillon vietnamien, moi, il me paraîtrait plus logique de donner au moins un commandement à un Vietnamien dans ce bataillon. J'ai un bonhomme qui me paraît parfaitement désigné pour ça, qui était mon adjoint, le lieutenant Nguyen Can. Il a fini président de la République provisoire. On dit que ça n'a pas été une réussite, mais enfin, bon, bref. Et j'avais un autre officier qui était le lieutenant, je crois qu'il était encore sous-lieutenant, Do Cao Tri, et tous les deux étaient de remarquables officiers
soutenant la comparaison avec n'importe quel bonhomme de leur catégorie chez les parachutistes français. Quand là, qui nous donnait le brevet de 3 sauts, ce temps-là, il nous donne des insignes, des brevets, des brevets rouges, tout ça. Moi, je lui demande, qu'est-ce que c'est ça? Il m'a dit, vous êtes breveté parachutiste. Ah oui, parachutiste, on l'a content avec ses tenues, on l'a content avec notre béret rouge. Ce temps-là, on sentait on l'a fier, et on marche terrible, on retourne à la maison, mon vieux, les femmes, les enfants qui regardent, alors dis donc, que c'est beau, à nous, on l'a fier. Ce qui m'attire dans l'engagement dans les troupes aéroportées des parachutistes, c'est que les troupes parachutistes sont les troupes d'élite, les troupes les plus courageuses, les troupes renommées des forces françaises en Extrême-Orient. C'est pourquoi je m'étais engagé dans les troupes aéroportées. Recrutés pour la plupart parmi les métis ou parmi les anciens élèves des écoles catholiques, comme Joseph Nguyen qui retrouve presque intactes les paroles apprises au petit séminaire avant l'effondrement d'un monde, les interprètes sont au centre des ambiguïtés de la première guerre d'Indochine. Ils seront la cible prioritaire des Viet Minh. Au début de 1950, le corps des interprètes avait peu d'interprètes. C'est pourquoi on avait besoin de moi dans les opérations terrestres. La guerre révolutionnaire, dont les principes mal assimilés vont conduire certains officiers du corps expéditionnaire au putsch plus tard en Algérie, va se révéler un piège. Ceux d'entre eux qui adopteront les méthodes de l'adversaire pour obtenir des renseignements y perdront leur âme et ne pardonneront jamais aux politiques de leur avoir fait perdre pour rien. Fin 50 et surtout le 51. Quand le général Delattre a pris le commandement, il s'est dit, moi, il y en a ras-le-bol que, notamment au Tonkin, on se fasse toujours baiser. Alors, vous allez me faire des commandos dits d'intervalle entre les différents postes pour aller voir ce qui se passe. Premier but, renseigner. Lorsque, à ce moment-là, il s'agissait d'aller voir ce qui se passait chez le Viet. Et lorsque on a en face de soi des bons hommes qui font théoriquement la guerre, d'après ce que tout le monde dit, y compris notre gouvernement, toutes opinions confondues. Mais alors il y avait la bonne guerre et la mauvaise guerre. Je ne vois pas pourquoi eux, localement, ayant affaire à un Gus qui est le patron patenté d'une boutique dont le job est essentiellement pas de couper la tête forcément, mais de flinguer, balle à la nuque, ou au contraire de le coller dans une petite cage au pied du buffle, je ne vois vraiment pas pourquoi on ne le flinguerait pas et qu'on ne lui couperait pas la tête. Je précise et je répète, n'importe qui n'est pas capable de faire ce truc-là. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout certain que j'aurais été apte. Sur les cruautés de la guerre, n'est-ce pas? Dans les premières années, nous ne sommes pas pour les assassinats, vous savez. Mais, et après, c'est-à-dire après l'entrée des Chinois, après la nouvelle tactique et la nouvelle ligne de conduite, n'est-ce pas? Nous nous sommes amenés à faire une guerre générale, c'est-à-dire des guerres non seulement dans les champs de bataille, mais la guerre pour punir tous ceux qui sont considérés comme traîtres, c'est-à-dire on mène des campagnes d'assassinat, vraiment. C'est-à-dire les fonctionnaires des villages qui ont participé à l'appareil administratif de l'ennemi.
Et après un certain temps, il me s'est apparu que du côté français, on fait la même chose, vraiment. C'est-à-dire des campagnes de ratissage. On brûle les villages. Et c'est une sorte de guerre générale des deux côtés qui se déclenche et qu'on ne peut plus s'arrêter. Et c'est la cruauté qui appelle la cruauté, comme on dit. Enjeu essentiel de la première guerre d'Indochine, qui fut aussi une guerre civile, la communauté catholique vietnamienne. Après une brève coexistence avec le Viet Minh, elle deviendra le pivot de la lutte anticommuniste avant de constituer l'ossature du futur régime sud-vietnamien. Beaucoup de catholiques, comme Charles Manicamp et Joseph Nguyen, s'engageront dans les bataillons parachutistes. Les Viet Minh considèrent toujours le peuple catholique est comme une force secrète au point de vue esprit, puisque les catholiques ont toujours un esprit anticommuniste. C'est pourquoi les communistes ont toujours une haine, pas totalement officielle, mais secrètement, on le comprend. Dans notre armée, il n'y a presque pas de catholiques du tout. Ce sont tous des gens, je pense, qui sont contre-communistes, qui est non pas nationaliste du tout, mais il est contre-communiste tout simplement parce qu'il conçoit que les communistes sont des athées. Et c'est pour ça qu'il est contre les communistes. C'est vers la 8e année de la guerre, c'est-à-dire en 1953 et 1954. En ce temps-là, n'est-ce pas, on ne connaît pas très bien encore où va jouer la principale lutte, les principaux combats. Mais c'est en octobre 1953 que les Français ont lâché les premiers parachutistes sur les Bien Phu. Et de premier abord, n'est-ce pas, le commandement a vu que peut-être le plus grand combat de la saison va se dérouler là-bas, c'est-à-dire au nord-ouest de Hanoï. Commencée en novembre 1953, l'opération de Dien Bien Phu devait permettre de casser définitivement le corps de bataille Viet Minh et en même temps mettre à l'épreuve la jeune armée vietnamienne qui y perdra inutilement ses parachutistes largués par petits paquets sur le camp pendant les 57 jours d'une agonie grâce à eux différée. Après une cinquantaine de jours et de nuits de combats acharnés, on commence le 1er mai. Et il pleut énormément la nuit du 1er mai et le long du 2 mai. La pluie est très embêtante pour nous, mais plus d'un millier de fois embêtant pour nos ennemis qui ont été assiégés. Et à ce que disent les prisonniers, c'est une situation insupportable, puisqu'il ne peut pas évacuer les blessés. Et les morts ensevelis aussi, dans des boyaux vraiment boueux. C'est pour ça qu'on a flairé que la fin va arriver. C'est-à-dire, il faut tenir. Et nous sommes aussi en parfaite connaissance de la conférence à Genève qui a été commencée depuis mars
et qui peut arriver bientôt, qui peut achever bientôt au début de mai. C'est pour ça que nous avons un grand élan de combat, malgré que tout le monde est terriblement fatigué. Vous savez, en ce temps-là, tout est barbu, les barbes poussent, et on est on ne peut pas dormir. Mais on sent quand même un grand élan, puisque on s'approche, et l'encerclement, n'est-ce pas, les parachutes surtout. Et lorsque nous avons au bout de nos vivres, ce sont les Français qui larguent les parachutes de notre côté. Nous avons même des bouteilles de champagne, et du chocolat et du lait, et du lait aussi. Et ça nous renforce. Et on prépare la dernière offensive. Et c'est surtout nos canons, qui est presque sain et sauf après 50 jours de combat, puisque tous nos canons étaient dans des casemates et en position de hauteur. C'est pour ça qu'après nous tirons directement. Et c'est l'offensive générale le soir du 7 mai. Tout le monde a levé les bras parce que les mitraillettes ennemies partaient quand même assez vite. Tout le monde a levé les bras, sauf le colonel Bijard. Le colonel Bijard n'a pas levé les bras. Je suis parti dans une colonne où il y avait tous les capitaines, tous les lieutenants et tous les adjudants et adjudants-chefs. Pour le camp numéro 1. Donc on était séparés de la troupe, etc. Je n'ai eu pendant la captivité aucun contact avec les parachutistes vietnamiens dont nous avons été séparés dès le départ. Dans les camps Viet Minh, ils ont été plus maltraités que les autres parce que le parachutiste représente pour l'autorité communiste l'irréductible. Dien Bien Phu perdu 3 mois après. Nous, on a encore presque 3000 les Yeshama alentour à Dien Bien Phu. Ce temps-là, il y a 3 chefs avec moi. Parmi moi, il y a encore 3 amis. On attend si la France il a continué faire cette guerre ou abandonné. Voilà. Après l'armistice de Dien Bien, nous on était encore là. Donc, dernière minute, nous on est en train de préparer pour attendre. Qu'est-ce qu'il va faire? État-major, sans rien dire, un avion qui arrive, il lâche tous les fils de... comment on dirait, les tracts de manque. Nous, rallier, donner des fusils aux Viet Minh et puis rendre tous au village. Mais oui, mais ce temps-là, nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas donner des fusils aux Viet Minh comme ça au retour au village. C'est pas facile. Pourquoi? Nous, on la batte pendant 10 années. C'est la haine. Comment? Au retour, ils nous coupaient la tête. Moi-même, j'étais à la radio, j'ai entendu les appels désespérés des maquisards qui réclamaient des armes et tout. On les a abandonnés. De mes contacts avec les Vietnamiens, j'en garde un souvenir à la fois ému, profondément reconnaissant, en imaginant ce qu'ils étaient, ce qu'on a appris à leur contact et leur sort futur. Quand on a dit « Ah ben nous, on n'a plus de fric, et puis de toute façon, c'est eux en face qui sont les plus forts, parce que nous, on ne veut plus s'en occuper, alors on vous laisse. » Je crois que c'était vraiment des bons hommes pour la plupart. Remarquable. Ils se sont battus pour nous, ils sont français par le sang versé. Ils sont français par leur volonté d'être français. Je ne vois pas pourquoi on leur refuserait ce qui est, pour moi, un dû. Je donne toute ma racine
pour devenir français. La deuxième génération, c'est mon fils. Il est encore moitié vietnamien, moitié français. La troisième génération, le petit-fils à moi, actuellement, il est français entier. Ça veut dire, pour moi, je donne tous mes racines pour devenir français. « 20 ans après Dien Bien Phu, l'armée Viet Minh fait son entrée à Saïgon le 30 avril 1975. Sur un des chars soviétiques qui va défoncer les grilles du palais présidentiel, le colonel Butine. Aujourd'hui réfugié à Paris, premier dissident d'importance d'un des derniers régimes communistes encore au pouvoir, l'ancien rédacteur en chef adjoint du journal officiel du parti est aussi abandonné que ses adversaires d'hier, les parachutistes indochinois, avec en plus l'amertume d'un bilan totalement négatif. Il dit que le camp de rééducation, mais en réalité, ce sont tous des prisons, des pires prisons sur la planète, à l'encontre des centaines de milliers d'officiers, de soldats, de fonctionnaires de l'ancien régime. Et ils ont menti, puisqu'ils ont bien, n'est-ce pas, promis la réconciliation nationale. Ils ont bien promis la réconciliation nationale immédiatement après la guerre, mais ils n'ont pas tenu de parole. Le bilan maintenant, après 40 années de guerre, vous savez, après une telle victoire, une victoire impressionnante à l'encontre de la France et aussi à l'encontre des États-Unis, des superpuissances de l'Europe et du monde. Et le bilan, après moi, c'est en zéro tout rond. Même le bilan est négatif. Est négatif. On a perdu tellement du temps. On a perdu tellement d'énergie nationale. Et maintenant, on perd même toute l'influence internationale du Vietnam. Et à être un pays le plus pauvre, un des pays les plus pauvres du monde, un des pays les plus arriérés du monde, et un des pays qui est mal influencé sur le monde. Vraiment, on a gagné la guerre, mais on n'a pas gagné la paix. C'est pour ça que même la guerre n'est pas bien gagnée. C'est une sorte, je crois, que c'est l'ivresse de la victoire. C'est l'ivresse de la victoire. On a perdu la sagesse. On a perdu la sagesse. Dans un grand soleil d'or, c'est le plus joli port, dans le plus beau décor. Saïgon, c'est l'escale d'amour, où l'on vient quelques jours, et l'on reste toujours.